le 7-9. Vous êtes sur Europe 1 et mon invité à présent, vous ne le connaissez sûrement pas. Il veut résorber les inégalités pour vraiment permettre au monde de changer, d'innover. Xavier Jaravel, 31 ans seulement, professeur à la London School of Economics. C'est le lauréat du Monde et du Cercle des économistes, prix 2021 du meilleur jeune économiste. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour. Les premiers articles qui vous concernent nous disent c'est un spécialiste de l'innovation et des inégalités. Alors, en réalité, vous croisez ces deux thèmes et c'est là que c'est intéressant. Vous croisez ces données, les inégalités ralentissent l'innovation et l'innovation aujourd'hui est une source d'inégalité. Exactement. En fait, mon travail, même pour prendre un peu de recul, c'est de combiner des données très micro, le big data, pour renouveler la réflexion sur ces grandes questions de société, notamment innovation, inégalité. J'ai aussi d'autres travaux, commerce international, inflation. Mais effectivement, le cœur de mon sujet, ça a été cette relation les innovations et les inégalités, comme vous le disiez. Mais alors, comment expliquer qu'elles soient ainsi liées ? Ce que vous dites, c'est que certains ne profitent pas de l'innovation. On la voit, on l'observe, on la commente nous-mêmes ici, mais certains n'en profitent pas. Et ce creusement des inégalités va empêcher finalement de nouvelles innovations. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup documenté le fait que les innovations ont un impact sur les inégalités, mais l'autre direction est moins connue. Et donc, voilà, moi, le point que je mets en avant, c'est le fait que quand on est dans une société où il n'y a pas d'égalité des chances face au métier de l'innovation, ça peut être d'être entrepreneur, d'avoir une carrière dans la recherche, tout ça contribue largement à l'innovation. Eh bien, cette inégalité des chances face au métier de l'innovation, ça a aussi un impact sur la croissance. Et en fait, c'est ça qu'on voit dans nos travaux. C'est vraiment un travail d'équipe, ce que je fais. Et c'est ça qui en ressort. C'est-à-dire qu'il y a un effet important des inégalités d'accès sur notre capacité à innover en tant que société et donc sur la croissance potentielle. Et donc, le message, c'est de dire que la politique d'innovation, ça devrait être aussi une politique qui vise à mobiliser en fait ce vivier de talent qui actuellement n'est pas mobilisé. Oui, en fait, ce que vous dénoncez, ce sont les effets de la reproduction sociale. Je reprends vos mots. Si vos parents appartiennent aux 10% les plus riches de la population, votre probabilité de devenir innovateur ou entrepreneur est 10 fois supérieure à celle d'une personne issue d'une famille en dessous du seuil des 50% des foyers les moins riches. Et vous dites que l'école, le niveau scolaire, le mérite républicain, si j'ose dire, ne corrige pas à cette reproduction sociale. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est intéressant et inquiétant, c'est qu'à performance scolaire égale, à aptitudes égales, on voit ces grosses différences dans la propension à se tourner vers les métiers de l'innovation ou de la recherche en fonction du milieu d'origine, le revenu des parents, mais aussi le territoire d'origine. Donc, par exemple, la Haute-Savoie, c'est un endroit où il y a un taux d'innovation faible, alors que l'Isère, dont je suis originaire, c'est beaucoup plus élevé. Il n'en est pas très éloigné, voilà, pourtant. Exactement. On comprend bien qu'on n'est pas très éloigné. Exactement. Et donc, c'est vraiment des questions de microcosme. Et on peut même aller encore plus dans le détail, à un niveau très, très micro. Si vous grandissez dans un environnement où vous avez des parents ou les collègues de vos parents font des innovations très, très spécifiques, des oscillateurs, par exemple, ou des modulateurs, beaucoup plus probable que vous-même fassiez cela plutôt que des technologies très, très similaires, des semi-modulateurs plutôt que des modulateurs. Et donc, ça montre bien qu'il y a cet effet d'aspiration, d'éthos, de mimétisme, qui en fait est très important dans les choix de carrière. Et in fine, du coup, c'est-à-dire que c'est important pour l'innovation. Il doit y avoir une stratégie nationale d'innovation par tous. Parce que c'est à la fois bloquant, et je reprends quand même, dans vos travaux, on comprend que vous voyez aussi le verre à moitié plein. Il faut se dire qu'il y a un grand vivier de talent qui n'est pas utilisé, et que ça pourrait être une bonne nouvelle avec de nouveaux leviers de croissance. Exactement. Disons-le, vous êtes surprenant sur la question de la robotique, de l'automatisation, parce que c'est contre-intuitif, mais vous dites que l'automatisation de certaines tâches enclenche un cercle vertueux. Écoutez, moi j'étais le premier surpris par ces résultats. Donc je peux vous dire ce qu'on a trouvé. Donc on est allé à nouveau dans des données très micro, au niveau d'entreprises qui automatisent, qui utilisent des robots notamment, et voir ce qui se passait sur les dynamiques d'emploi. Et on se disait, on va trouver qu'il y a une substitution des machines, de ces robots à l'homme, et que donc l'emploi va baisser. Mais in fine, en fait, l'emploi augmentait davantage dans ces entreprises qui automatisaient plus. Elles résistaient mieux face à la concurrence internationale. Et donc globalement, ça augmentait l'emploi. Et vous voyez, un exemple très simple à garder en tête, c'est le cas de l'Allemagne, qui est un pays qui automatise en général plus que la France, plus de robots. Et pourtant, l'emploi industriel se maintient mieux parce que ça permet d'être davantage compétitif. Et donc, dans cette perspective, si on évoque par exemple des taxes sur les robots, il faut être prudent parce que... C'était un débat de la dernière présidentielle, d'ailleurs, faut-il taxer les robots ? Et ça peut être en fait contre-productif. Si en tout cas on le fait seul, que l'Allemagne ne le fait pas, eh bien on pourrait en fait avoir ce résultat contre-productif où on trouverait à réduire l'emploi en France.
un manque de portez, compétitivité. on l'a entendu au début de l'interview, vous portez une attention particulière à l'économie de la data, les données, la compilation de ces données et le travail des algorithmes. On commence à être sensibilisé à ces questions. Et dans les Échos, je lis ce matin que les entreprises vont avoir besoin d'ingénieurs spécialisés dans l'analyse de ces données. Il y a un enjeu de formation. Enfin, il faut comprendre, selon vous, que c'est l'avenir. Exactement, oui. Et donc il y a effectivement les questions, par exemple, de la relance, etc. Ça passe aussi par la formation, bien orienter les talents vers ce type de métier, par exemple. Oui. Il faudra surveiller, évidemment, et je sais que beaucoup de jeunes se dirigent vers ces métiers aujourd'hui. Une question d'actualité, si vous le voulez bien, la question d'un impôt mondial qui est posée. Alors on parle d'un projet de fiscalité à 15% minimum sur les sociétés du monde entier. Cela rapporterait 48 milliards d'euros à l'Europe, lit-on dans le Figaro ce matin. Il y a un de vos prédécesseurs, Gabriel Zucman, lauréat du prix du meilleur économiste en 2018, qui parle d'un taux ridiculement faible. Après, je pense que l'enjeu, c'est de voir ce qui est faisable. Et donc, c'est déjà une grande avancée. On peut vouloir davantage, mais ça rejoint un peu la question sur les robots. C'est-à-dire que ce qui est vraiment essentiel, c'est de pouvoir le faire de manière concertée, parce que du coup, c'est possible. Donc, je me réjouis déjà de tous les progrès qui ont été faits. On peut vouloir davantage. Moi, je n'ai pas de position personnelle affirmée là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut avancer à petits pas d'abord. Donc, je me réjouis, et puis on peut faire plus. On peut faire plus, mais je comprends, pour reprendre ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux 15% partout que 10% ici, 20% par là, etc. Je vous suis bien. Et pour reprendre vos mots, il faudrait aussi enseigner l'envie d'être entrepreneur. Vous êtes de ceux qui pensent que la France, que les Français manquent de culture économique, de culture de l'entreprise ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure en tout cas dans certains milieux, et c'est normal, on n'est pas forcément porté à penser que c'est pour nous ce genre de métier-là. Et donc il y a vraiment beaucoup à faire pour mobiliser davantage les gens qui ont du talent et qui pourraient se tourner vers ces métiers-là. Et ça peut être fait de plein de manières, avec du mentorat, de manière... les internats d'excellence, ça peut être une autre manière au sein desquels transmettre ces passions-là. Et donc le plan récent, par exemple, Un jeune, un mentor, ça pourrait aussi être une opportunité pour se focaliser sur ces enjeux-là de l'innovation, des métiers de la science, de la recherche. Une respiration intelligente ce matin, un zoom sur vos travaux. Xavier Jaravel, lauréat du prix du meilleur jeune économiste 2021. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup. Il est 7h49. Vous êtes